Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 ici à Libreville, dont nous émettons en direct une émission consacrée au scrutin présidentiel qui aura lieu le 27 août prochain. Notre invité, il est toujours là et nous le redécouvrons avec Marie-Angèle Touré. Oui, chers téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez, nous sommes en compagnie de Jean Ping, le candidat du Parti gabonais du Progrès. Monsieur Jean-Pierre, on attendait quand même avoir un grand regroupement de l'opposition autour de votre candidature, mais en fin de compte, il n'y a eu que 2. Mais certains qui se disent aussi de l'opposition estiment qu'ils n'ont pas été consultés. Et que cette politique qui consiste à dire c'est un petit parti, c'est un petit candidat, les met en colère et aujourd'hui ils sont contre vous. Est-ce que vous avez eu cette perception-là ou bien est-ce que ces gens-là ont été de mauvaise foi parce qu'ils ont été consultés et pourtant n'ont pas voulu répondre? Je crois qu'il faut d'abord préciser que l'initiative qui aboutit à l'accord que vous connaissez, elle a été prise par un certain nombre de sages, pas par moi, pas par Djouba, pas par Casimir, pas par n'importe quel autre, mais par un groupe de sages, de personnalités, un panel présidé par le président Mobutu, le président Miboto Zakari, comprenant également Jean Tuntum Eman, Kakou Mayanza, Jules Bourdès Oguligende. Ils nous ont expliqué qu'ils ont entendu les demandes pressantes du peuple gabonais pour une candidature unique. Nous avons dit, nous aussi, nous avons entendu cette requête. Ils ont indiqué que même à l'extérieur, on ne nous prend pas au sérieux dans une élection où il y a 14 candidats, une élection à un tour. Et ils ont décidé d'entreprendre un certain nombre de démarches pour nous réunir. D'après ce qu'ils nous ont dit, ils ont consulté un certain nombre de candidats dont certains n'ont pas jugé nécessaire de répondre. Si je vous donne les noms, ça va créer une polémique supplémentaire. Certains, donc, consultés, n'ont pas répondu. Et eux de dire, nous savons qu'ils n'allaient pas répondre, mais nous avons pensé qu'il faut quand même les consulter. Donc tout le monde a été consulté, vous le dites? À mon avis, je crois que ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont consulté tout le monde, disons les candidats dits sérieux. Parce qu'il y a des candidats qui, d'après ce que tout le monde sait, ont été poussés par le pouvoir pour pouvoir aller à l'opposition et arracher des voix à l'opposition. Nous les connaissons. Quelques-uns viennent de passer là, à votre télévision. Dans le journal de campagne, vous voulez dire. Dans le journal de campagne. Et nous savons qu'ils sont financés par le pouvoir. Donc ils n'ont consulté que ce qu'eux considéraient, à tort ou à raison, comme des candidats sérieux de l'opposition. Et parmi ceux qui ont été consultés, nous nous sommes retrouvés à 4. 4. L'un d'entre eux s'est retiré très vite. Nous sommes restés à 3. Et les 3, on nous a demandé de discuter entre nous. En tout cas, c'est ce qui a abouti au résultat qu'on a eu il y a 2 jours. Alors, nos téléspectateurs aussi participent à cette émission. Ils ont commencé par nous avoir des réactions. Il y a une réaction que va vous lire, Marie-Angèle, tout de suite. Oui, on va lire la réaction de Landry de Libreville. Le principal argument du camp PDG porte sur le Belinga Gate, dont Jean Ping semble être le premier fautif. Que nous dites-vous là-dessus? Beaucoup de choses. Si vous me permettez, je peux rester 3 heures avec vous. On peut vous accorder un peu moins. Vous pouvez rester 1 minute là-dessus. Oui, mais ce n'est pas la peine. Ne me demandez pas de justifier un Belinga Gate. Parce qu'on va prendre connaissance de votre feuille. Vous savez, la mine de fer de Belinga a été découverte pendant la colonisation. Et une première entreprise américaine, Bethlehem Steel et US Steel, ont demandé à exploiter cette mine. Une compagnie qui s'appelle Sommifer a été créée. Et quelques années plus tard, après la création, le prix du fer a baissé et US Steel est tombé en faillite. Belinga a été abandonné et la capitale du fer aux États-Unis, je crois que c'est Philadelphie, est toujours sinistrée après
plusieurs années. Mais le fer est toujours là. Et un jour, le président Bongo décide qu'il faut mettre ce projet en œuvre. Il est le président de la République. Et il décide donc de consulter un certain nombre d'entrepreneurs, d'entreprises, pour créer le projet de Belinga. Nous avions des sociétés brésiliennes, australiennes et canadiennes qui vendent toutes à la Chine. La Chine est presque l'unique grand consommateur de fer. Et les autres vendent. Ce sont donc en fait des concurrents à nous. Mais les concurrents peuvent s'allier pour faire augmenter les prix. Et le président Bongo, pour faire court, met en œuvre ce projet. Je n'étais plus là. Avez-vous vu l'accord? Si vous regardez l'accord, je ne suis pas signataire de cet accord. Cet accord qui concernait la mine, le transport et le port a été signé effectivement par le ministre des Mines, le ministre des Finances, de l'Économie et des Finances qui fait tout ça, et un autre ministre, je ne sais pas si c'est des transports. En tout cas, moi j'étais aux affaires étrangères, je n'étais pas signataire du traité. Et quand on l'a signé, j'étais déjà parti. J'ai quitté le Gabon en 2004 pour aller à l'ONU. 2004-2005. Quand je suis revenu, un an, je suis allé à l'Union africaine. Donc je n'étais plus là. Et les signataires des projets sont là. On ne parle pas des signataires des projets. On ne parle pas du président Bongo qui a mis en œuvre ce projet. On parle de moi. Ça, c'est un simple délit de faciès. Les mensonges accumulés par Ali lorsqu'il a raté son occasion. Vous savez, j'ai envie de vous raconter une petite histoire, mais peut-être qu'elle va choquer un certain nombre de personnes non africaines. Mais je vous la raconte quand même. Un jeune homme rencontre une jeune dame et lui dit que j'aimerais faire avec vous ce qu'on fait lorsqu'un monsieur beau rencontre une femme belle. Ils entrent en chambre, dans la chambre, et le monsieur est incapable de donner satisfaction à la femme. Et il dit c'est la faute au lit. Vous voyez? Voilà l'homme. Chaque fois qu'il rate quelque chose, il faut qu'il trouve un coupable. Il a toujours la faute au lit. Je m'excuse si cette anecdote choque un peu. Et l'anecdote nous permet justement de faire la transition et aborder maintenant de plein pied votre projet de société, un projet qui est décliné en 10 points. Et la première chose, vous dites que vous voulez rendre l'école obligatoire et gratuite jusqu'à 16 ans et réformer le système éducatif. Construire des écoles et améliorer significativement la condition de l'enseignant. C'est vrai, les projets de société, c'est des intentions, mais vous allez tirer l'argent où? Si déjà il faut rendre l'école obligatoire, ne serait-ce qu'à l'enseignement primaire, ce n'est pas évident, mais jusqu'à 16 ans. C'est très facile, M. Aboton. D'abord, nous avons tous signé ce qu'on appelle les objectifs de développement du millénaire de l'ONU. Il y en a 8. Et parmi les 8, on dit l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Je pars de là. L'ONU, et nous l'avons accepté tous, que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Sauf que dans nos pays africains, il faut compter du bout des doigts les pays qui ont pu atteindre cet objectif-là. Cet objectif est un objectif de l'ONU et que la plupart des pays africains s'efforcent d'atteindre et même l'atteignent. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est lorsque je dis qu'elle est gratuite. C'est là l'innovation. Mais l'école primaire obligatoire jusqu'à 16 ans, c'est une banalité. Moi, j'ajoute obligatoire et gratuite. Justement. Oui. Alors je le dis. Il faut trouver les moyens. Pardon? Il faut trouver les moyens. Très facile, M. Aboton. Très, très facile. Démontrez-le-nous, s'il vous plaît. Mais parce que d'abord, je le démontre parce que je vais le faire, M. Aboton. L'école est ici obligatoire et gratuite. Qu'est-ce qui reste à faire à la rendre obligatoire? Très peu de choses. Et alors, quand l'État débloque des moyens qu'on remet au ministre pour aller distribuer
gratuitement les kits scolaires qu'on peut offrir par le budget de l'État, mais qui, au lieu de l'offrir par le budget de l'État, on remet l'argent au ministre pour aller donner des dons. Vous me comprenez? C'est clair que c'est très facile à faire. Et en tout cas, nous allons le faire. Un autre point. Il est vrai qu'on fait beaucoup de promesses aux électeurs lors des campagnes électorales. D'après vous, le Gabon importe 80% de sa nourriture et cela coûte près de 300 milliards de francs CFA par an. Vous promettez donc d'installer des jeunes, des femmes, des retraités sans ressources sur des périmètres agricoles aménagés et protégés. Est-ce que ce n'est pas là une promesse un peu trop démagogue? Alors, cher monsieur, chère madame, pardon. Je vous en prie. Je vais vous dire que notre voisin immédiat, c'est le Cameroun. Le sud Cameroun et le sud Gabon, c'est les mêmes terres, les mêmes peuples se défendent. Et la terre au Gabon est à 100% arable, alors qu'au Cameroun, le nord est assez désertique. Comment comprenez-vous que le Cameroun exporte jusqu'en Angola et que nous, on importe? Il y a 20 camions d'oignons qui traversent la frontière Cameroun tous les jours. 20 camions de pommes de terre qui traversent le Gabon tous les jours, sans compter la banane et le reste. Alors que c'est les mêmes terres, les mêmes peuples. Pourquoi? Parce que le Cameroun a mis en place une politique et le Gabon n'a pas mis en place cette politique. On se contente d'aller en Malaisie, ailleurs, pour aller chercher des projets graines et de les faire gérer par le palais. Alors que le bonheur est à nos pieds. Pourquoi ne pas s'inspirer de l'exemple du Cameroun? C'est simple. C'est un peu facile là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez louer ces terres, vous allez installer chaque jeune, chaque femme qui n'a pas d'emploi sur ces terres-là. Ces terres appartiennent à qui? Vous allez devoir financer les projets agricoles de toutes ces personnes-là. Non, parce que quand vous examinez ça comme ça, vous examinez ça dans la théorie abstraite. Je vous dis, le Gabon a des terres fertiles. Le Gabon a une population agricole. Dans le nord, nous avions avant les plantations de cacao qui proliféraient dans ces... Elles sont toutes tombées en ruine. Au Cameroun, on les fait fructifier. Nous avons donc abandonné l'agriculture. Ne disons pas que nous n'avons pas d'agriculture. Nous avons abandonné l'agriculture vivrière. Nous avons abandonné tout. Et tout tombe en ruine. Vous savez, je vais revenir un peu. Vous citez un autre cas parce que vous avez parlé de l'éducation. Vous n'avez pas soulevé ce problème. Au Gabon, tous nos plombiers sont béninois. Tous nos maçons sont togolais. Tous nos peintres sont congolais, etc., etc. Mais ce n'est pas la faute du Bénin. Ce n'est pas la faute du Togo. C'est parce que nous n'avons pas formé de plombiers. Un point, un trait. C'est la version gabonaise du plombier polonais. C'est la version gabonaise du plombier polonais. Nous n'avons pas formé des gens. Donc nous proposons, après l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans gratuit, ceux qui ne peuvent pas aller dans le supérieur, nous allons les former dans les métiers que les entreprises demandent, plombiers, électriciens, etc. Comme le Bénin l'a fait, comme d'autres pays l'ont fait. Et puis, ces plombiers, ces électriciens, ces peintres, etc., etc., pourront satisfaire la demande des entreprises, donc trouver de l'emploi. Mais deuxièmement, on va permettre à ces entreprises aussi de créer leur propre entreprise, d'ouvrir une petite entreprise de plombiers, d'électriciens. Comme on le voit ici, vous circulez, vous voyez un Béninois qui a tout petit box. Vous voyez, pas grand-chose, un petit box. Il a son entreprise, il va répondre aux besoins des demandes en plomberie, mais aussi il a son petit groupe et il gagne sa vie. Pourquoi ne copierons-nous pas cet exemple aussi simple? Monsieur Jean-Ping, la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, c'est ce que j'ai constaté dans la plupart des pays et sociétés, vous n'avez pas fait exception, mais c'est la méthode qui va différer parce que les habitudes ont la peau dure et quand les gens, les populations, c'est les mêmes populations, avec les mêmes populations qu'il faut appliquer cela. Mais comment est-ce que vous allez innover? Quelle est votre approche pour pouvoir réussir dans ces domaines-là? Quel domaine? Répétez. La lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Oui. Bon, écoutez, pour nous, les choses sont claires, très claires. Nous voyons un Gabon très très riche,
avec une population très très pauvre. Nous devons nous expliquer le paradoxe. Pourquoi? Et nous devons chercher des solutions pour régler ce problème d'un Gabon. Alors je viens de vous en parler au niveau de l'éducation. Je viens de vous en parler au niveau de l'agriculture. Je pourrais développer beaucoup d'autres secteurs, mais la question que vous posez est celle-là. Mais au préalable, vous m'avez dit, comment vous allez financer votre projet? Et je dis, nous finançons notre projet d'abord à partir d'économies. Il faut réduire les dépenses publiques. Il faut cesser d'acheter des avions pour transporter 2 pellets, 3 tondus, pour transporter votre épouse. Vous-même, vous avez un 777, 2 Grumman, etc., un BB-jet. Ce sont les dépenses somptueuses et inutiles. Nous vendrons ces avions pour financer un certain nombre d'activités. Ça veut dire réaliser des économies sur un certain nombre de dépenses publiques totalement superflues. Ensuite, il faudrait augmenter les recettes. Réduire les dépenses, augmenter les recettes. Comment? Justement en luttant contre la corruption douanière par exemple. Elle existe dans tous les pays africains. Et ceux qui ont réussi le mieux à accroître leurs recettes douanières et fiscales sont ceux qui ont mis en place un système de lutte contre la corruption. Ce n'est pas simple de lutter contre la corruption, qui gangrène la plupart de nos pays africains. C'est quoi votre méthode? Mais je viens de vous dire. Je vous dis, nous allons, par exemple, arrêter la fuite des recettes douanières et fiscales. Il faut lutter contre la corruption. Et si d'autres ont réussi, pourquoi nous ne réussirons pas avec les mêmes méthodes? Vous savez que le Nigeria était un pays considéré comme le plus corrompu au monde. Les États ont cherché à lutter contre la corruption, le Nigeria. Et le Nigeria a fait des progrès fantastiques dans la lutte contre la corruption. Ça ne veut pas dire que la corruption n'existe plus. Ça veut dire que la corruption massive, organisée, tolérée, admise, a commencé à cesser. De quelle manière allez-vous vous y prendre? Est-ce que vous allez, par exemple, encourager la délation entre collègues? Est-ce que vous allez menacer d'emprisonnement? Est-ce que vous allez mettre en place des amendes? Comment le faire? J'ai le sentiment que vous n'avez jamais vu ça dans les autres pays africains, la lutte contre la corruption. Mais là, il s'agit du Gabon. Non, 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 j'ai dit, nous nous inspirons de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Vous savez, par exemple, la lutte contre la fraude douanière. Des entreprises, une entreprise suisse promet un peu partout en Afrique que je peux lever les recettes douanières à votre place. Et j'éradiquerai totalement la corruption par ce biais-là. Mais il faut me payer 2% des recettes et tout ça. Donc nous avons un mal contre un autre mal. Et on n'arrive pas à choisir entre ces deux mots quel est le prix privilégié. Ça veut dire qu'il existe des méthodes. Un autre point, pour parler toujours de votre projet de société, vous promettez de garantir aux Gabonais le gîte, l'eau, la lumière, donc l'électricité, en 7 ans. Comment comptez-vous vous y prendre? Facilement. Vous savez que lorsque vous surveillez le monde en satellite, tout le reste des continents est éclairé, sauf l'Afrique qui est dans le noir. Il a été décidé dans toutes les conférences, COP 21, COP 22, COP, etc., sur l'environnement, qu'il faut illuminer l'Afrique. Il faut illuminer l'Afrique. Des moyens sont disponibles pour illuminer l'Afrique. Et les techniques sont là pour illuminer l'Afrique. Et nous pouvons le faire. Lorsque vous circulez dans certaines parties du Gabon, vous voyez un lampadaire avec une batterie, avec un panneau solaire, et elle éclaire, même une maison individuelle, elle éclaire à partir de la rue. Dans certaines provinces du Gabon, c'est systématiquement fait tout le long de la route. Ça veut dire que ce qui est fait là peut être généralisé dans tout le Gabon. Facilement, chère madame. Très facilement, en utilisant seulement l'énergie solaire.
Mais nous avons en plus l'énergie éolienne, toute forme d'énergie, sans compter naturellement les barrages hydroélectriques, où nous sommes dans un pays où l'eau coule abondamment. Nous avons des rivières partout. Nous pouvons donc entrer directement dans la modernité en évitant toutes les énergies polluantes, notamment les hydrocarbures fossiles, et en passant directement à l'énergie verte. Mais il faut des moyens. Et c'est ce que nous demandons, l'Afrique demande aux pays pollueurs. Vous polluez, l'Afrique ne pollue qu'à raison de 4%, c'est-à-dire l'équivalent du Texas. L'Afrique va avoir 1,5 milliard d'habitants en très peu de temps. Et elle ne pollue qu'à raison de 4%, c'est-à-dire la même chose que l'État du Texas qui n'a que 25 millions d'habitants. Monsieur Jean-Pierre, on est à la fin de cette émission. Un Gabon à l'abri de la peur et du besoin, c'est l'intitulé de votre projet de société. Je voudrais que vous regardiez cette caméra et que vous disiez aux téléspectateurs qui nous suivent à quelle échéance ce jeu-là serait réalisé si vous étiez élu. D'abord, je dis souvent dans mes meetings que j'ai fait un rêve, en paraphrasant Martin Luther King. J'ai fait un rêve où je vois le Gabon à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Mais je dis comment y parvenir en leur disant, lisez mon projet de société, tout y est. Comment parvenir à mettre le Gabon à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Maintenant, quand vous me proposez dans combien de temps, il y a des projets, vous savez, le développement d'un pays ne s'achève jamais. Ni en France, ni aux États-Unis, ni en Chine, ça ne s'achève jamais. Et je ne vais pas vous dire qu'au bout de 7 ans, j'aurai achevé le développement du Gabon et on peut s'arrêter là. Mais chacun des Gabonais aura quand même pu bénéficier d'un revenu normal qui lui permet de vivre décemment. Absolument. C'est ça, le but. Absolument. C'est ce que nous proposons. Je vous donne un exemple. Toujours des exemples. Depuis 50 ans, le Gabon n'a construit que 3000 km de route. Le Congo voisin où vous avez été, j'ai écouté ça pendant une de vos émissions, construit 1000 km de route par an. Ça fait 7000 km de route en 7 ans, pendant que nous sommes à 3000 km de route en 50 ans. Pourquoi ne ferions-nous pas comme le Congo? Qu'est-ce que le Congo a de plus que nous? La même chose concernant les routes. Lorsque je propose de construire des routes, lorsque je propose de draguer l'Ogooué, d'assurer la navigabilité du fleuve Ogooué, je ne dis pas que je vais achever tout ça en 7 ans. J'ai dit, nous mettons en route un processus permanent et nous disons à nos successeurs de continuer ça. Vous avez commencé une autoroute, les successeurs ne peuvent pas s'arrêter. Il faut qu'ils continuent les projets. C'est le temps de remercier notre invité, M. Jean-Pierre. Merci beaucoup d'avoir été dans notre Marie-Angèle. Je vous laisse au revoir. Mais écoutez, je réitère le merci de Babylas. Merci de vous être déplacé, d'être venu sur ce plateau pour présenter votre projet de société aux téléspectateurs d'Africa 24 qui nous regardent. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de présenter mon projet de société. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ainsi se referme définitivement cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Demain, nous ferons notre émission sur le secteur agricole. Également, nous recevrons d'autres candidats qui viendront décrire leur projet de société sur ce plateau. Ne ratez surtout pas l'élection présidentielle au Gabon. C'est bien entendu sur Africa 24. Merci et à demain.